Un jour de décembre 1940, à l'aube, un sous-marin allemand torpille le cargo anglais Western Prince. C.D. Howe, le ministre des Munitions et des Approvisionnements du Canada, est à bord. Il se retrouve sur un bateau de sauvetage dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. C.D. Howe a peu de chances d'être rescapé. À Ottawa, le premier ministre envisage la possibilité de perdre l'homme qu'il juge indispensable à l'effort de guerre. Toute la journée, je me suis demandé qui pourrait le remplacer, et je n'en ai pas trouvé un seul. King a chargé Howe d'accomplir un miracle industriel. Transformer l'économie canadienne toujours affaiblie par la dépression en formidable machine de guerre. Ancien ingénieur qui a fait fortune dans la construction d'élévateurs à grains, Howe est un homme que rien n'arrête. Nous n'avons aucune idée du coût, mais tant que la guerre durera, nous en aurons besoin. De toute façon, nous en aurons besoin. Alors allons-y. Si nous perdons la guerre, plus rien n'aura d'importance. Si nous la gagnons, le prix n'aura toujours pas d'importance et on l'oubliera vite. Son pouvoir est presque absolu. Il dicte aux entreprises ce qu'elles doivent produire et où, en quelle quantité et dans quel délai. En 1940, les Alliés ont besoin d'avions de chasse. Howe confie cette mission à un personnage étonnant. Elle aime cuisiner, jouer au bridge, tricoter et apprécier les thés de 5 heures. Elle s'appelle Elsie McGill. Sa grand-mère était suffragette, sa mère juge. McGill a vaincu une polio invalidante et est devenu le meilleur ingénieur aéronautique au Canada. La compagnie Cancar, en temps normal, construit des wagons de marchandises. La compagnie a maintenant 1 an pour construire un avion dont elle ne sait rien. McGill doit concevoir les machines qui produiront 60 000 pièces différentes. Chaque pièce doit être parfaite. Les pièces étaient conçues de manière à s'emboîter les unes dans les autres comme un jeu de mécano. Les pièces d'un fuselage sont interchangeables avec celles d'un autre fuselage. C'est évidemment très utile pour réparer un avion endommagé. 1 an plus tard, le premier Hurricane sort de la ligne d'assemblage. McGill est consacrée héroïne de guerre, un symbole de la transformation de l'industrie canadienne en industrie de guerre. Un magazine de bande dessinée raconte ses exploits. Le magazine est américain. McGill n'est pas seul. Presque la moitié des 7000 employés de l'usine d'avions sont des femmes. Pour la première fois, un système public de garderie est mis sur pied pour permettre aux mères de travailler. Les portes d'un nouveau monde s'ouvrent aux femmes et elles ne se refermeront jamais complètement. À Montréal, Madeleine Parent, 22 ans, travaille en manufacture. Elle est organisatrice syndicale. Son milieu et son éducation bourgeoise ne l'ont pas préparée à cela. C'était vraiment remarquable de voir que quand on leur en donnait la chance, les femmes pouvaient faire des travaux que les capitaines d'industrie les avaient toujours cru incapables d'accomplir. Les femmes quittent la campagne pour travailler dans les usines de guerre en ville. Elles peuvent gagner jusqu'à 25 $ par semaine, 7 fois le salaire d'une domestique. Edna Jacques a presque 50 ans au début de la guerre. Mère célibataire et poète, elle est embauchée dans une usine de munitions à Ajax, en Ontario, où travaillent 9000 autres femmes.
Il fait chaud et c'est sale. Et il y a pire. Nous sommes en zone dangereuse. La soie, la rayonne, les pinces à cheveux, les cigarettes et les boucles de métal sont interdites à cause du danger d'étincelles. On porte des chaussures de bois sans clous. L'air est saturé de poussière explosive. Les femmes contribuent à transformer une économie de paix en économie de guerre à une échelle presque sans précédent dans l'histoire. Un soir, un garçon s'est mis à chantonner « Land of Hope and Glory », terre d'espoir et de gloire. En une seconde, tout le monde l'a reprise à l'unisson, comme une chorale en répétition. Le chant est monté jusqu'au plafond, a flotté le long des couloirs, couvrant le gémissement des presses, le bruit sec de l'acier frappant l'acier, des marteaux brisant les moules et des machines tassant la poudre. La guerre a changé de visage. Elle sera gagnée autant dans les usines que sur les champs de bataille. Or, en décembre 1940, le grand patron est en danger de mort. Après 1 jour et demi en pleine mer, il aperçoit un petit vapeur. Clarence Decatur Howe vivra pour édifier sa machine de guerre. Mais encore faut-il expédier le matériel outre-mer. Les Canadiens le savent, les Britanniques le savent. Et les Allemands le savent aussi.